L'hôtel Belle Rive de Lyon était un univers à part, un sanctuaire de luxe discret où le temps semblait s'écouler plus lentement. Ses couloirs, tapissés d'une moquette épaisse qui étouffait le bruit des pas, étaient bordés d'œuvres d'art minimalistes et éclairés par une lumière douce qui caressait le marbre poli du sol. Une froideur professionnelle régnait en maître, créant une frontière invisible mais infranchissable entre les clients fortunés, qui se déplaçaient avec une assurance désinvolte, et le personnel en uniforme, dont la présence efficace se voulait presque imperceptible. Dans cette atmosphère aseptisée, les interactions humaines étaient réduites à des transactions polies, des sourires de façade et des gestes convenus. Était un monde où la valeur d'une personne se mesurait à la couleur de sa carte de crédit, un théâtre silencieux de privilèges, où chaque rôle était clairement défini et respecté, jusqu'à ce qu'un grain de sable vienne enrayer la mécanique parfaitement huilée. C'est dans ce décor qu'Alain Moreau fit son retour dans sa suite présidentielle, le visage durci par une réunion d'affaires qui avait mal tourné. À 52 ans, ce PDG à l'allure impeccable incarnait la réussite matérielle, mais son costume de créateur dissimulait mal la tension qui crispait ses épaules. Il desserra sa cravate d'un geste sec et se dirigea vers la commode pour récupérer sa montre. Un héritage familial en édition limitée, plus un symbole de son statut qu'un simple instrument pour lire l'heure. Ses doigts tapotèrent le bois laqué, puis fouillèrent ses poches, son porte-document. Rien. Un frisson glacial parcourut son échine. La paranoïa, nourrie par une trahison passée, s'empara de son esprit. Une seule personne était entrée dans la chambre, la femme de ménage. Pour lui, la conclusion était immédiate, évidente, et il descendit vers la réception, le cœur battant d'une certitude froide et méprisante. Monique Leroy se tenait près du comptoir de la réception, échangeant quelques mots discrets avec le directeur de l'hôtel. À 60 ans, après plus de 20 ans de service, son visage portait les marques de la fatigue, mais aussi une sérénité profonde que rien ne semblait pouvoir ébranler. C'est alors qu'Alain Moreau fendit le silence du hall, sa démarche rapide et déterminée. Il s'arrêta net devant eux, ignorant le directeur pour fixer Monique d'un regard accusateur. « Ma montre a disparu », lança-t-il d'une voix tranchante qui fit se retourner quelques clients. « Vous étiez la seule dans ma suite. Je veux qu'on vous fouille et qu'on appelle la police. » L'humiliation fut instantanée, publique, brutale. Monique devint blême, sa bouche s'entr'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Seuls ses yeux, soudain remplis d'une douleur insondable, répondirent à l'agresseur, niant l'inconcevable avec une dignité silencieuse qui contrastait violemment avec la laideur de l'accusation. Le monde de Monique s'effondra en une seule phrase, sous les regards curieux et gênés des témoins de la scène. Le directeur, pris au dépourvu, bafouilla des excuses, tentant de calmer un client important tout en protégeant une employée modèle. Mais Alain Moreau ne céda pas, son arrogance alimentée par la conviction d'avoir raison. « J'exige que la police vienne. » Maintenant, l'ordre claqua comme un coup de fouet dans l'atmosphère feutrée de l'hôtel. Pour Monique, ce haine n'était pas seulement son emploi qui était en jeu, mais son honneur, la seule richesse qu'elle avait mis toute une vie à construire et à préserver. Son intégrité, bâtie sur des décennies de travail acharné et d'honnêteté, était piétinée en public par un homme qui ne voyait en elle qu'une subalterne potentiellement malhonnête. Il arrive que la vie bascule sur une injustice. Si vous croyez, comme nous, que ces histoires méritent d'être entendues, abonnez-vous pour nous aider à continuer de leur donner une voix. Les deux policiers arrivèrent sans hâte, leur présence officielle introduisant une nouvelle couche de tension dans l'atmosphère déjà pesante du hall. Ils écoutèrent le récit d'Alain Moreau, puis se tournèrent vers Monique. Avec une courtoisie professionnelle qui contrastait avec l'agressivité de l'accusation, ils l'invitèrent à les suivre dans un bureau privé pour un entretien formel. Monique acquiesça d'un simple hochement de tête, le corps rigide, mais le port de tête droit. Elle traversa le hall, passant devant les regards des clients et de ses collègues sans jamais baisser les yeux. Il n'y avait dans sa démarche aucune trace de culpabilité ou de peur,
Seulement une immense lassitude et la dignité d'une personne subissant une épreuve qu'elle ne méritait pas. Elle s'assit dans le petit bureau, les mains jointes sur ses genoux, attendant les questions avec un calme qui semblait presque surnaturel. Contraint de rester à proximité, Alain observait la scène depuis le couloir, à travers la porte entr'ouverte. Il s'attendait à des larmes, à des dénégations paniquées, peut-être même à un effondrement qui trahirait sa culpabilité. Mais il ne vit rien de tout cela. Il voyait une femme d'un certain âge, répondant aux questions des policiers d'une voix posée, répétant simplement les faits. Elle avait fait son travail comme chaque jour depuis 20 ans. Non, elle n'avait rien vu. Non, elle n'avait rien pris. Son regard, lorsqu'il croisa le sien un bref instant, n'exprimait ni haine ni colère, mais une tristesse si profonde qu'elle perça son armure de certitude. Pour la première fois, un doute glacial s'insinua en lui. Et s'il s'était trompé? Cette pensée, aussi fugace qu'un éclair, le déstabilisa profondément, remettant en cause le fondement même de sa conviction. La vie de Monique n'avait jamais été facile. Devenue veuve très jeune, elle avait élevé seule sa fille, Sophie, en cumulant les petits boulots avant de trouver cette place stable à l'hôtel Belle-Rive. Ses mains, que le travail avait rendues rêches et noueuses, racontaient l'histoire de décennies de sacrifices silencieux. Elles avaient frotté des milliers de mètres carrés de marbre, changé d'innombrables draps de lit, et poli l'argenterie de clients qui ne la voyaient jamais vraiment. Chaque journée était une répétition de gestes précis et humbles, accomplis avec une fierté discrète. Sa réputation était la seule chose qu'elle avait construite elle-même, pierre par pierre, avec une honnêteté scrupuleuse. Était son trésor, son héritage, la preuve qu'une vie simple pouvait être riche de valeur et de droiture, même dans l'ombre du luxe des autres. Tout cet effort, toute cette persévérance n'avait qu'un seul but, offrir un avenir meilleur à sa famille. Aujourd'hui, sa plus grande joie était sa petite fille, Léa, une jeune fille brillante qui rêvait de devenir avocate. Chaque heure supplémentaire que Monique effectuait, chaque douleur dans son dos à la fin d'une longue journée, était une petite contribution pour financer les études de Léa. L'accusation de Volène n'était pas seulement une attaque contre son honneur, était une menace directe contre ce rêve. Perdre son emploi signifiait perdre la capacité d'aider sa famille, de voir sa petite fille réaliser ce qu'elle-même n'avait jamais pu espérer. La peur qui l'étreignait n'était pas pour elle, mais pour l'avenir qu'elle s'efforçait de bâtir pour ceux qu'elle aimait plus que tout au monde. Alain, de son côté, était prisonnier de son propre passé. Des années plus tôt, au début de sa carrière, il avait été trahi par son plus proche collaborateur, un ami qu'il considérait comme un frère. Cet homme avait détourné des fonds, le laissant au bord de la faillite et le cœur brisé. L'incident avait forgé en lui une méfiance quasi pathologique. Il avait reconstruit son empire sur un principe simple, ne faire confiance à personne. Le monde des affaires, croyait-il, était une jungle où seuls les plus impitoyables survivaient. Il avait appris à voir des intentions cachées derrière chaque sourire, des calculs derrière chaque geste de gentillesse. Cette vision cynique du monde était devenue sa protection, son bouclier contre la vulnérabilité, mais elle l'avait aussi isolé dans une solitude dorée, incapable de voir la sincérité même quand elle lui faisait face. Le calme imperturbable de Monique faisait vaciller toutes ses certitudes. Il se répétait qu'elle jouait la comédie, que les gens de peu étaient souvent les plus rusés pour dissimuler leurs méfaits. Mais l'image de son regard digne revenait sans cesse le hanter. Ce haine n'était pas le regard d'une voleuse, mais celui d'une âme blessée. Son conflit intérieur s'intensifiait, opposant son arrogance habituelle à une nouvelle et dérangeante émotion. La honte, la peur d'avoir commis une erreur monumentale. D'avoir piétiné la vie d'une innocente par simple préjugé, commençait à le ronger. Il avait bâti sa vie sur sa capacité à juger les gens. Mais pour la première fois, il redoutait que son jugement, si rapide et si tranchant, ne soit qu'un reflet de ses propres démons intérieurs. Face à la pression d'un client aussi important qu'Alain Moreau et à la procédure policière en cours,
Le directeur de l'hôtel se retrouva dans une position intenable. Il connaissait Monique depuis des années. Il avait été témoin de son dévouement et de son intégrité sans faille. Cependant, les règles de l'établissement et la nécessité de protéger sa réputation l'obligèrent à prendre une décision qu'il regretta aussitôt. D'une voix chargée d'embarras, il informa Monique qu'elle était suspendue à titre conservatoire, le temps que l'enquête soit terminée. Pour Monique, ces mots furent plus douloureux que l'accusation elle-même. C'était une trahison de la part de l'institution à laquelle elle avait consacré une grande partie de sa vie, une confirmation que, face au pouvoir de l'argent, sa parole et ses 20 années de loyauté ne pesaient rien. La nouvelle de la suspension de Monique se répandit rapidement parmi les employés. Un sentiment d'injustice et de colère sourde s'installa dans les couloirs et les offices. Ses collègues, qui la connaissaient comme une femme juste et travailleuse, étaient choqués. Pour eux, si cela pouvait arriver à Monique, cela pouvait arriver à n'importe qui. La solidarité s'organisa discrètement, certains proposant une aide financière, d'autres simplement des mots de réconfort. Pendant ce temps, sa fille Sophie luttait pour protéger sa propre fille, Léa, de la laideur de la situation. Comment expliquer à une enfant que sa grand-mère, son modèle d'honnêteté, était accusée d'être une voleuse? L'onde de choc de l'accusation d'Alain Moreau se propageait, fracturant la paix d'une famille et semant le trouble dans toute une communauté de travailleurs. L'enquête suivait son cours, méthodique et impersonnel. Les inspecteurs se concentrèrent sur l'élément le plus objectif à leur disposition, les enregistrements des caméras de surveillance. L'hôtel Belle-Rive était équipé d'un système de sécurité de pointe, chaque recoin public étant filmé en continu. Patiemment, les policiers commencèrent à visionner des heures d'images, traçant les déplacements d'Alain Moreau depuis son départ de la suite le matin même. Ils le suivirent à travers le hall, jusqu'à sa voiture, puis analysèrent les caméras de la ville pour reconstituer son trajet. Ils examinèrent également les allées et venues dans le couloir de sa suite. Chaque image était une pièce d'un puzzle complexe, et quelque part, dans ce flux de données numériques, se cachait la vérité, silencieuse et irréfutable, attendant simplement d'être découverte par un œil attentif. Parfois, face à l'injustice, le silence est l'ennemi. Si vous croyez que chaque personne mérite que sa dignité soit défendue, songez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits et à donner une voix à ceux que l'on n'entend pas. Pendant que les caméras tournaient, le véritable drame se jouait dans le cœur des individus. Monique, rentrée chez elle dans son petit appartement modeste, se sentait submergée par un sentiment d'impuissance. L'endroit, habituellement son havre de paix, lui paraissait soudain froid et vide. Les souvenirs d'une vie de labeur honnête se heurtaient à la violence de l'humiliation subie. Sa foi en la justice, en la bonté fondamentale des gens, était mise à rude épreuve. Et si la vérité ne suffisait pas? Dans sa solitude forcée, Monique luttait pour ne pas sombrer dans le désespoir. Elle repensait à sa fille, à sa petite-fille, et puisait dans leur amour la force de tenir bon. Elle refusait de laisser la colère ou l'amertume la consumer. Elle s'accrochait à une conviction simple. Elle était innocente, et la vérité finirait par éclater. Ce haine n'était pas de l'optimisme naïf, mais une forme de résistance silencieuse. Elle ne se battrait pas avec des cris ou des accusations, mais avec la seule arme qu'elle avait toujours possédée, son intégrité. Elle attendrait, la tête haute, que la lumière se fasse sur cette sombre affaire, convaincue que son honneur, même sali, ne pouvait être définitivement détruit tant qu'elle-même continuerait à y croire avec une force inébranlable. Alain, de retour dans le silence opulent de sa suite présidentielle, ne trouvait aucun repos. L'espace qui symbolisait sa réussite lui semblait désormais étouffant. Chaque objet de luxe lui renvoyait l'image de sa propre arrogance. Il ne pouvait s'empêcher de revoir le visage de Monique, la dignité dans ses yeux embués de larmes contenues. Le doute était transformé en une certitude angoissante. Il avait commis une terrible erreur. La montre, objet de toute cette affaire, n'avait plus d'importance.
Ce qui le hantait, était le mal qu'il avait infligé, la légèreté avec laquelle il avait brisé la réputation d'une femme. Pour la première fois depuis des années, il ne craignait pas de perdre de l'argent ou un contrat, mais d'affronter la vérité sur lui-même, celle d'un homme que le pouvoir avait rendu aveugle et cruel. Le bureau du directeur était devenu une arène silencieuse, l'air si dense qu'on aurait pu le trancher au couteau. Monique était assise sur une chaise, le dos droit, les mains toujours jointes sur ses genoux, son visage une toile de fatigue digne. En face d'elle, Alain Moreau se tenait debout, son corps rigide, trahissant une nervosité qu'il tentait de dissimuler sous un masque de froide impatience. Le directeur de l'hôtel restait en retrait, près de son bureau, visiblement mal à l'aise, tandis que l'un des inspecteurs de police se raclait la gorge, tenant une tablette numérique à la main. Le moment de vérité était arrivé, suspendu dans le temps, et chaque seconde qui s'étirait semblait alourdir le poids de l'accusation qui pesait encore sur les épaules de Monique. L'atmosphère était chargée d'une attente presque insoutenable, le prélude à un verdict qui allait inévitablement briser l'un des deux destins en présence. L'inspecteur prit la parole d'une voix neutre et factuelle qui résonna avec une clarté brutale dans le silence oppressant. « Monsieur Moreau, nous avons terminé l'analyse des enregistrements vidéo. » Il fit pivoter l'écran de la tablette vers Alain. « Ici, nous vous voyons quitter votre suite à 9h12 ce matin. Si vous regardez attentivement votre poignet gauche, » il zooma sur l'image. La montre était là, son bracelet métallique brillant sous la lumière du couloir. L'inspecteur continua, faisant défiler les images. « Voici les caméras de la ville, puis celles du restaurant où vous avez déjeuné. À 13h05, juste avant de vous rendre aux toilettes, on vous voit distinctement retirer votre montre et la glisser dans la poche latérale de votre porte-document. » Il posa la tablette sur le bureau. « La montre a été retrouvée il y a 10 minutes. Elle n'a jamais quitté votre mallette. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Le visage d'Alain Moreau se décomposa. La couleur quitta ses joues, son masque d'arrogance se fissura et s'effondra en un instant, révélant un homme soudainement vulnérable, perdu. Ses yeux, d'habitude si perçants et assurés, écarquillèrent sous le choc, fixant le vide comme s'il venait de voir son propre reflet pour la première fois. Il se tourna lentement vers Monique. De grosses larmes silencieuses commençaient à perler au coin des yeux de la vieille femme, mais ce haine n'était pas des larmes de soulagement. Était le trop-plein de l'humiliation, de la peur et de la profonde blessure infligée à son âme, une douleur qui se libérait enfin maintenant que le poids de l'injustice était levé. Sa dignité restait intacte, mais sa souffrance était désormais visible pour tous. Un son rauquesse échappa de la gorge d'Alain, un mot à peine audible. « Pardon ». Sa voix, habituellement si puissante et autoritaire, était brisée, étranglée par une honte si profonde qu'elle semblait le consumer de l'intérieur. Il fit un pas vers elle, les mains légèrement tremblantes, comme un homme cherchant à se rattraper au bord d'un précipice. « Je suis tellement désolé, je ne sais pas quoi dire. J'ai été aveugle. » Chaque mot était une lutte, une confession douloureuse de sa propre faillite morale. Il ne la voyait plus comme une employée, une suspecte, mais comme l'incarnation vivante de sa terrible erreur de jugement, une femme dont il avait piétiné l'honneur sans la moindre hésitation, guidée uniquement par ses préjugés et ses démons personnels. Son monde de certitude venait de s'écrouler de la manière la plus humiliante qui soit. Monique leva lentement les yeux vers lui, les larmes coulant maintenant doucement sur ses joues marquées par le temps. Son regard n'exprimait aucune haine, aucune trace de triomphe, seulement une tristesse infinie, d'une voix ferme mais douce qui porta dans le silence avec une force inouïe. Elle prononça les mots qui allaient finir de le briser. « Monsieur, votre montre a un prix, mon honneur, non. » Elle fit une pause, laissant le poids de chaque mot s'installer. « Et celui-là, vous avez failli me le prendre pour toujours. » Cette phrase simple, dénuée de toute colère, le frappa avec la violence d'un coup de poing en plein cœur. Elle ne demandait rien, ne réclamait rien, mais par cette simple déclaration, elle lui renvoyait l'image insoutenable de son acte,
scellant sa transformation non par la vengeance, mais par la grâce d'une dignité inébranlable. Le lendemain, dans le grand hall de l'hôtel, Alain Moreau se tint devant l'ensemble du personnel réuni. L'atmosphère était lourde, chargée d'une curiosité mêlée de ressentiment. Mais l'homme qui prit la parole était plus le PDG arrogant de la veille. D'une voix basse, empreinte d'une humilité que personne ne lui connaissait, il raconta la vérité, sans omettre le détail de sa propre erreur, de son préjugé aveugle. Il tourna ensuite son regard vers Monique, qui se tenait au premier rang, et lui présenta des excuses publiques, claires et sans réserve. Il ne demanda pas le pardon, il se contenta de reconnaître sa faute, restaurant l'honneur de Monique devant ceux qui avaient été témoins de son humiliation. Un murmure d'approbation et de soulagement parcourut l'assemblée, tandis que Monique accueillait ces mots d'un simple et digne hochement de tête, fermant les yeux un instant comme pour sceller la fin de son calvaire. Plus tard, dans le bureau du directeur, Alain lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 50 000 €, une tentative maladroite de quantifier le préjudice causé. Monique regarda l'enveloppe, puis leva les yeux vers lui, son regard toujours empreint de cette sérénité qui l'avait tant déstabilisé. Elle repoussa doucement l'enveloppe sur le bureau. « Merci, monsieur », dit-elle d'une voix posée, « mais ma dignité n'a jamais été à vendre et elle n'est pas à acheter aujourd'hui. » Ce refus, prononcé sans aucune animosité, fut pour Alain la leçon finale. Il comprit alors que l'argent, qui avait toujours été sa solution à tout, était impuissant face à la véritable valeur des choses. Il avait voulu réparer une faute avec un prix, mais Monique venait de lui enseigner que certaines richesses, comme l'honneur, étaient tout simplement inestimables. Profondément ébranlé et transformé par cette rencontre, Alain comprit que la véritable réparation ne pouvait être un acte ponctuel, mais un engagement durable. Quelques mois plus tard, il annonça la création de la Fondation Leroy, Défense des travailleurs. L'objectif de cette organisation était d'offrir une assistance juridique et un soutien financier gratuit à tous les employés à faible revenu, faisant face à des accusations injustes sur leur lieu de travail, afin que personne n'ait plus jamais à subir l'humiliation et l'impuissance que Monique avait endurées. Il proposa à Monique de siéger au conseil d'administration, non pas comme une figure symbolique, mais comme la conscience morale de la Fondation. Après une longue réflexion, elle accepta, voyant là l'occasion de transformer sa propre épreuve en une source d'espoir et de protection pour d'innombrables autres personnes. 3 ans plus tard, les bureaux de la Fondation bourdonnaient d'une activité pleine de sens. Alain, dont le visage avait perdu sa dureté au profit de traits plus apaisés, y passait la plupart de son temps, écoutant et conseillant avec une empathie nouvelle. Monique, désormais retraitée de l'hôtel, y venait plusieurs fois par semaine, accueillant les nouveaux arrivants avec son regard chaleureux, leur offrant un réconfort silencieux avant même que les avocats ne prennent le relais. Dans le couloir, une jeune stagiaire en droit, brillante et passionnée, préparait des dossiers avec zèle. Était Léa, la petite fille de Monique, venue mettre ses futures compétences au service d'une cause née de l'injustice faite à sa grand-mère. C'est pour que des histoires comme celle-ci puissent trouver une fin juste que nous avons besoin de vous. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner pour nous aider à continuer.